Bon, on va attendre tout le monde. Alors, quand vous êtes là, ce serait cool de mettre un petit mot dans le chat, histoire que je vois qui est là. Et ensuite, on va commencer. Hop, on va faire comme ça. Bam bam. Ok, ok, Carole. Bizarre ça. On va encore attendre 2 minutes. Ok, Carole, si tu veux, t'as 2 minutes pour créer un compte, hein. On va, on commencera après ça à 13h05. Alors, bon, tout simplement, voilà, 13h05, c'est parti. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un de nos derniers cours, un peu spécial évidemment, vu que c'est le dernier, puis en plus on est en live, quoi, on n'est pas à l'école. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir comment on fait un baking correct. Et on va faire un texturing aussi, le texturing du crâne. Donc ça va se passer dans ZBrush et dans Substance Painter. Euh, Normalement, tout le monde doit avoir ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir Substance et ZBrush. On n'aura pas besoin d'autres programmes aujourd'hui. Je vais un peu utiliser Photoshop, mais ce sera pour faire des explications techniques. Donc, comment ça va se passer?
on va d'abord exporter le modèle HD depuis ZBrush. Donc normalement, vous devriez déjà l'avoir fait. On l'avait déjà fait une ou deux fois en classe. Exporter le modèle HD, mais je vais le refaire avec vous pour être sûr qu'il soit exporté correctement. Donc j'avais mon crâne ici. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore ouvert, vous avez vite 10 secondes pour ouvrir le fichier rapidement sur ZBrush. Et en gros, ce crâne-là, c'est, comme vous pouvez le voir, mon modèle iPoly. Donc c'est le modèle haute résolution. Et ce modèle-là, on l'avait sculpté et on l'avait utilisé pour faire le modèle low résolution, qui est aussi dans mon fichier ZBrush, que voilà. Et en fait, ce modèle, en plus de l'utiliser pour créer le low poly, je vais l'utiliser pour créer une base de texturing. Et pour ça, je vais devoir l'exporter pour l'utiliser dans Substance Painter. Alors, si vous avez des questions, comme d'hab, sauf que cette fois, ce sera dans le chat de Twitch, n'hésitez pas à les poser. Et si les questions sont vraiment difficiles, à chaque fin de 2 heures, donc 2 fois pendant les 4 heures, là, je vais venir en vocal et on essaiera de résoudre ça en vocal. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir exporter le crâne HD de ZBrush. Alors, comment ça se passe? Je sélectionne mon crâne, tout simplement. Là, il y a la mâchoire avec, elle est un peu détachée, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, je vais juste la sélectionner complètement. Et la détacher un peu plus loin pour pas qu'elle m'embête sur mon mesh. Une fois que c'est fait, j'ai mon mesh de sélectionner et je vais tout simplement aller dans Export ici et je vais faire attention que groupe, donc chez vous c'est sûrement comme ça, en orange, groupe, je vais faire attention qu'il soit complètement désactivé, donc qu'il soit grisé comme ça. Ça c'est quoi? En fait, sur votre crâne, eh ben parfois, selon la manière dont vous avez bossé, vous aurez peut-être des groupes. Donc c'est-à-dire que moi là, on n'en voit pas, mais je vais vite en créer un. Voilà, vous allez peut-être avoir des choses dans ce genre-là. Donc là, en bleu, c'est un groupe de polygones et dans l'autre couleur, c'est un autre groupe. Ben, quand j'exporte, en décochant l'onglet groupe, je fais en sorte que l'export ne prenne pas en compte ces groupes-là. Pourquoi? Parce que si vous exportez avec groupe de cocher, il va garder les groupes en exportant et ça va créer des problèmes pour faire le baking. Donc il faut bien faire attention de désactiver groupe. Et avant d'exporter, faire un groupe visible pour avoir un groupe entier avec rien que le crâne. Et donc une fois que dans Export groupe, j'ai désactivé groupe, je remonte tout en haut. Et là en haut, j'ai tout simplement l'onglet Export Tool. Donc je vais cliquer sur Export Tool, Export pardon. Et là, je fais attention à le nommer My School HD. J'avais mon low, j'avais le low sans mes UV, et maintenant je vais avoir mon School HD. Et ensuite, je clique sur Save. Et vous pouvez voir ici au-dessus qu'il est en train d'enregistrer l'objet sur mon disque. Vous, ça va être pareil, vous allez voir une barre de chargement. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je n'ai plus besoin de ZBrush pour le moment. Et je vais aller dans Substance Painter. Alors, Substance Painter.
il va ressembler à quoi? Donc je vais le relancer pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand on le lance. Comme ça, on a la même. Donc l'image ici change selon la version que vous avez, évidemment. Voilà, c'est la dernière version, donc c'est la dernière image. Donc voilà, une fois que Substance est lancé, vous avez cette petite fenêtre d'overlay là. Et le programme qui s'ouvre derrière. Donc ça là, c'est l'interface de base. Je l'ai remis de base pour pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Donc la fenêtre ici, pour le moment, on n'a pas besoin. Donc on va la couper. Et là, je vais vite faire un petit tour du propriétaire avec vous pour que vous soyez pas trop perdus. Donc, comment ça se passe? En haut, ici, on a toutes les aides du programme, donc comme dans tous les programmes du monde, avec File, Edit, Mode, Windows, etc. Sur le côté, ça va être, comme dans Photoshop, vous allez avoir plusieurs modes de painting et d'outils à utiliser pour texturer votre modèle. Donc, ne vous méprenez pas, Substance Painter, c'est un programme de texturing, d'accord? Dedans, on ne fait pas de l'animation, on ne fait pas des UV, en tout cas pas encore. Ici, on va faire du texturing. Donc, c'est comme Photoshop, sauf que ça se passe en 3D. Photoshop, quand vous dessinez, c'est sur un layer en 2D, donc comme ça. D'accord? Dans Substance, ça va être pareil, mais sur des modèles en 3D. Donc on va importer un objet, et puis une fois que j'aurai importé l'objet, je vais vous expliquer à quoi sert chacune des fenêtres. Donc on va aller dans File, et dans File, on va faire New. Une fois qu'on fait New, il nous ouvre une nouvelle fenêtre, et il nous demande dans Template, quel type de template on veut. Nous on travaille en PBR Metallic Roughness. Donc vous cochez ça si ce n'est pas fait. Ensuite, File. Là, il nous demande sur quel file on veut travailler, de quel file on veut faire le texturing. On va faire Select et on va prendre notre skull, notre crâne, avec les UV. Pourquoi? Parce que on a besoin de travailler sur un modèle qui a des UV, d'accord? Donc vous cliquez, et là on voit qu'il l'a bien chargé. Project Setting. Document résolution, c'est la taille c'est la résolution de travail du document. Donc vous avez 128, 512, 156, 1024, 2048, 4096, etc. Alors ça va être la taille des textures sur lesquelles vous travaillez, mais on sait changer ça de manière dynamique une fois que ça a déjà été coché. Donc pour commencer là, on va faire 1024 parce que c'est une bonne résolution pour un crâne. Map format, on reste en DirectX. Import caméra, non. Auto and Warp, non. Et là, vous mettez, tout le reste c'est bon, on met OK. Alors, une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir votre modèle qui apparaît à gauche. Et à droite, vous allez avoir les UV de votre modèle. Donc jusqu'à présent, en termes de viewport, en tout cas du modèle et des UV, c'est très semblable à tout ce que vous avez pu voir. La vidéo est enregistrée en même temps, oui. Il y aura une VOD. Ensuite, ici, vous avez vos UV, et là, vous avez le crâne en 3D, d'accord? Alors, à partir du moment où on a ça, comment ça se passe dans le programme? Eh ben, je vais agrandir la fenêtre et je vais vous montrer. Donc en gros, ici en dessous, vous avez un des espaces de travail principal et il va regrouper
tous les outils que vous allez pouvoir utiliser dans le programme. Donc ça fonctionne par onglet. Dans All, il y a tout, sans classement. Projet, pareil, c'est tous les projets que vous aurez déjà créés. Là, j'en ai pas. Alpha, c'est toutes les alphas que le programme a déjà en son sein. J'en ai peut-être plus que vous, c'est possible. Ici, Grunge, j'aimerais bien que ça load, voilà. C'est toutes des textures de Grunge, comme vous pouvez le voir. Procédural, ça va être toutes des textures procédurales, donc qui vont être changeables, etc. dans les options. Texture, c'est toutes les textures que vous allez baker, que vous allez importer, etc. Ici, Art Surface, c'est toutes des displays normales que vous pouvez aussi utiliser pour le texturing. Nous, on ne va pas en utiliser aujourd'hui. Skin, c'est toutes les textures de peau. Filter, c'est tous les filtres que vous pouvez utiliser. Brush, c'est tous les types de brush, donc comme dans Photoshop, vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Particle, c'est des brushes dynamiques. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. Tool, c'est tous des outils qui sont intégrés en plus au programme, donc comme des petits plugins. Il y a déjà des tools ici, mais il y a ces tools-là en plus. Vous pouvez en créer, vous pouvez en télécharger que certaines personnes ont créé. Donc là, vous voyez qu'il y a des tools pour faire des soudures, des tools pour faire des impacts de balles, etc. Materials, c'est tous les matériels qui sont disponibles dans Substance Painter. Il est possible d'en télécharger plus sur Internet, pareil. Vous pouvez faire une recherche et vous trouverez qu'il y en a plein, plein, plein. Parfois des payants, parfois des gratuits. Smart Materials, c'est comme des materials, sauf que c'est des materials un peu plus poussés et un peu plus lourds, donc dans lesquels vous allez avoir beaucoup de paramètres si vous voulez faire des changements, donc changement de couleur, de texture, de normal, etc. Smart Mask, c'est tous les masques que vous pouvez utiliser sur les layers que vous allez créer. Donc comme dans Photoshop, même chose. Ils appellent ça Smart Mask, mais de base, c'est un masque comme sur un layer que vous pourrez créer ici. Et à ce niveau-là, ça fonctionne de la même manière. Environnement, c'est tous des presets d'éclairage de scène. Et Color Profile, c'est tous des presets de couleur de scène. Donc vous pouvez les utiliser, mais généralement ça tronque un petit peu les rendus quand on texture, donc il vaut mieux laisser celui de base. Pour les environnements, c'est toujours intéressant de travailler avec l'environnement Studio 3. Donc pour l'afficher, vous pouvez bêtement le glisser dedans comme ça, et vous voyez que mon lighting vient de changer. Et en fait, pourquoi je travaille avec le Studio 3? Parce que dans tous les environnements disponibles, c'est un des plus neutres. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui va vraiment rendre le plus fidèle possible ce que vous allez faire. Parce que si par exemple on prend celui-là, eh ben, vous voyez qu'il donne directement une teinte orangée à mon espace de travail, à mon crâne et à mon modèle. Et l'environnement de base est un petit peu tronqué aussi. Donc Studio 3, il est vraiment neutre et avec un lighting qui est plutôt ok pour, pour voir les couleurs qu'on va utiliser. Alors dans le programme, pour me déplacer, c'est avec Alt et clic gauche dans la vue ici. Avec Alt et clic molette, je peux me déplacer avec je peux faire des translations, pardon. Et en utilisant majuscule, eh ben, je peux locker les vues en top, bottom, left, right, back, etc. Alors là, je suis à la souris, mais après, on passera à la tablette quand il s'agira de texturer. Et vous voyez que c'est la même chose. Hein. Donc je vais juste vite régler un truc. Donc je vous l'ai déjà dit, mais je le répète.
avec votre tablette Wacom, si vous avez des choses bizarres qui se passent au niveau de votre pen, des petits lags, des petits trous comme ça qui apparaissent autour du pen, eh bien vous allez dans l'option de vos tablettes et vous désactivez le Windows Ink. C'est ça qui crée tous les problèmes de compatibilité quand vous êtes dans des programmes de texturing, etc. Vous le retirez et ça règle pas mal de soucis. Donc ça, c'est pour le panneau ici avec les outils et pour le lighting de votre scène. Donc Studio 3, toujours important de l'utiliser quand on fait un texturing et qu'on veut avoir un rendu le plus neutre possible. Sur la fenêtre de droite, vous avez absolument tous les UV, donc, qui est ici dans l'espace UV, et vous pouvez directement peindre à partir de là. Donc c'est utile dans certains cas, dans d'autres moins. C'est toujours bien d'avoir la fenêtre à côté. Vous pouvez switcher entre les deux au cas où vous travaillez sur un ou sur l'autre. Dans vos viewports, vous voyez que vous avez le choix d'afficher ou non les textures l'une par l'autre. Donc c'est-à-dire que si je fais matériel, il va m'afficher absolument toutes les textures ensemble qui créent le matériau. D'accord? Si je fais juste base color, ben je vais avoir que ma couleur de base. Là, j'en ai pas vu qu'on n'a pas encore fait le texturing. Et pareil avec toutes les autres maps. Vous pouvez voir les maps une par une. Et quand vous faites matériel, vous avez tout. Vous pouvez aussi changer ça en appuyant sur C plusieurs fois. Et vous voyez que ça va switcher automatiquement. Donc C, c'est le raccourci. Pour retourner sur matériel, c'est M. Alors, une fois que c'est fait, on passe de ce côté-ci. Et là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fenêtres. Donc, on a une fenêtre Texture Set List. Normalement, vous en avez que un seul si vous exportez votre modèle de ZBrush et de 3D Code, pardon. C'est comme ça. Vous avez un shader qui était affiché, qui était sur votre modèle. En dessous ici, vous avez Layer et Texture Set Setting. Comment ça se passe? Bah, Layer, c'est simple. Pareil, c'est comme dans Photoshop. C'est l'endroit où vous allez créer des layers et les utiliser pour peindre votre crâne. On y reviendra après. Texture Set Settings, ça va être tout ce qui est en rapport avec les textures de votre crâne, mais celles qui vont être importées et créées et exportées. Donc c'est ici que vous allez avoir toutes les textures de base. Vous allez mieux comprendre pareil, on va y revenir après. Et la taille, vous vous souvenez au début, je vous ai parlé de la taille du document. Bah, vous pourrez la changer de nouveau ici, dans Texture Set Settings. Nous, on va toujours rester en 1024, d'accord? Alors, ensuite, la fenêtre qu'il y a ici en dessous, c'est Properties Paint. Eh bien, ici, ça va être toutes les propriétés relatives à vos brushes et toutes les options qui vont impacter la manière dont elles fonctionnent. Donc là, la fenêtre est petite, libre à vous de laisser votre clic dessus et de la déplacer ailleurs sur un autre écran ou ailleurs dans le canevas si vous voulez faire un autre setup pour les fenêtres. Là, je vais laisser comme ça on a tous le même setup. Alors dans Brush Properties Paint, vous voyez qu'il y a énormément de propriétés. Vous pouvez un petit peu les survoler pour capter comment ça fonctionne. Alors, selon comment vous les modifiez, vous voyez qu'il y a un preview ici de comment la brush va fonctionner et de comment elle va réagir à partir du moment où vous changez les propriétés. D'accord? Donc c'est bien parce que selon les brushes, on ne comprend pas toujours ce que, par exemple, le spacing fait. Donc ici, c'est évident que c'est l'espace qu'il y a entre chacun
de mes coups de brush. Et vous voyez que quand je l'augmente, il y a de plus en plus d'espace entre eux qui sont créés jusqu'à presque n'en avoir plus que quelques-uns. Et ainsi de suite. L'angle, c'est l'angle que la broche va avoir. Donc si je veux plus un truc qui est à 45 degrés, je fais comme ça. À 90 degrés, je switch là. Alors là, pour cette broche-là, c'est peut-être pas évident, mais si je prends, par exemple, une broche comme ça, vous voyez, avec des lignes, et que je veux juste une seule, voilà. Et bien, vous voyez que là, quand je change l'angle, c'est très important, parce que forcément, si je suis comme ça, eh bien, quand je vais peindre, je vais pouvoir avoir les lignes dans le sens que je veux. Alors que si je les veux droites, eh bien alors je peux tourner et vous voyez que sur mon modèle, maintenant sur ma broche, elles apparaissent droites. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez toutes les propriétés. Vous allez pouvoir un peu voyager dedans et vous y intéresser pour capter un peu chacune des propriétés des brushes qui vous intéressent de travailler avec. Là maintenant, je ne vais pas tout faire en review parce que ça va s'apprendre au fur et à mesure qu'on va s'exercer. Alors là en dessous, vous avez juste la console. C'est toujours pratique pour checker les erreurs qui sortent, parce que parfois il y a des erreurs qui sortent et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ça c'est pour cette partie-là. Ici sur la gauche, finalement, il y a tous les outils avec un Paint. Quand vous laissez cliquer, vous voyez qu'il y a des sous-menus, un peu comme dans Photoshop aussi. Et tous ces sous-outils-là, eh bien, on va les voir en travaillant. D'accord? Donc, le premier, c'est un pinceau. Deuxième, une gomme. Le troisième, c'est une projection de texture. Ensuite, ici, c'est de la peinture, mais avec plus comment dire, d'options. Donc, c'est-à-dire que quand je clique ici, vous voyez que là au-dessus, j'ai un nouveau menu qui est apparu. Et je vais pouvoir peindre d'abord sur les triangles, ensuite que sur les polygones de mon modèle, là sur tout le modèle, là sur les UV. Ici en dessous, on a une brush smudge comme dans Photoshop, une brush tampon comme dans Photoshop, ensuite un piqueur, le Substance Share Website, donc c'est le site de Substance Painter pour partager des ressources, donc des textures, des matériels, etc. Les deux du dessous, là ils sont grisés, donc on ne va pas en avoir besoin là tout de suite. Photoshop Export, c'est pour faire un pont entre ici et Photoshop. Donc si vous cliquez là, il va exporter toutes vos textures et vos layers et les mettre dans Photoshop. Ressources updater, pareil, c'est pour checker s'il y a des updates à faire. Et Substance Source, c'est aussi un raccourci pour accéder à un launcher qui partage des materials. Alors, revenons à nos moutons maintenant qu'on a fait un rapide overview du programme. Donc normalement, vous là, vous avez votre crâne avec vos UV. Si pas, je vais vous remontrer comment on fait. Donc vous cliquez sur File, New. Dans File, vous faites Select My School Low, celui avec les UV. Vous le sélectionnez. Résolution 1024, DirectX. Vous voulez pas de caméra, vous voulez pas d'auto and warp. Et Compute Tangent Space Perfect Mode, vous le laissez décocher. Ensuite, on clique OK. Il va demander si vous voulez sauver. Bon, dans mon cas, vous faites Discard. Et là, on revient. Voilà. On a notre mèche, nos UV, et c'est nickel. Alors, à partir du moment où vous avez ça, c'est maintenant qu'on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour créer notre première texture,
comment ça va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va prendre Photoshop, pardon, voilà. Alors normalement, là, on a Photoshop. Alors, pour commencer le texturing, nous, on va devoir utiliser notre modèle HD pour créer les détails qu'on a sculptés sur une map, pour les projeter en quelque sorte. Donc, ça, comment ça se passe? On va faire 5 minutes de petite théorie. Donc, hop. On va delete ça. Voilà. Alors, nous, dans ZBrush, donc, dans ZBrush, on a fait un modèle HD, d'accord? Donc, ce modèle HD, c'est notre crâne. Et notre crâne, il est super détaillé dans ZBrush, d'accord? On a les dents, on a les veines du crâne, on a un nez, on a des yeux hyper détaillés. On a fait plein de petits détails qu'on a envie d'avoir dans notre texturing. Mais pour le moment, sur notre crâne low poly, donc ça c'est le crâne HD, et on a le low qui lui, qui lui a la forme de notre crâne HD, mais a beaucoup moins de détails, d'accord? Donc, on peut revoir ici, on a le low qui est low poly et le HD qui est high poly avec plein de détails. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à avoir les détails de notre modèle high poly sur notre modèle low poly? Eh bien, dans Substance, on va venir sur Texture Set Settings et on va cliquer sur Bake Mesh Map. Alors, qu'est-ce que ça veut dire baking? Eh bien, je vais vous expliquer dans Photoshop, histoire que théoriquement, ce soit compris et expliqué. Alors, quand on a un modèle qui est high poly et qu'on veut faire un low poly avec, eh bien, on fait le low poly dans 3D Code comme on l'a fait nous. Et puis après, quand on fait les textures, pour le baker, eh bien, il va falloir le mettre dans Substance, mais surtout, il va falloir comprendre comment ça marche. Donc cette sphère, là, c'est mon high poly, d'accord? Et ici, je vais faire une autre sphère, d'une autre couleur, qui sera mon low poly. Alors, eh bien, pour avoir les détails sur notre map, l'ordinateur, il va utiliser les deux objets et en gros, ils sont dans le même espace, mes deux objets, d'accord? Donc, le même espace 3D. Donc, quand on regarde sur ZBrush, vous voyez que là, mon crâne low poly est au même endroit que mon crâne high poly. Il est à la même place quasiment, d'accord? Ils sont l'un sur l'autre. Eh bien, l'ordinateur, il va utiliser le modèle high poly et projeter
des rayons sur le modèle. Et ces rayons, grâce à eux, il va calculer là où les détails se projettent de votre high poly par rapport à votre low poly. Alors, j'aimerais bien déplacer ça, voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Vos deux objets, vu qu'ils sont l'un sur l'autre, eh bien, votre... alors, votre ordinateur va arriver à comprendre que le high poly va être la source de la texture pour le low poly. Donc, pour ça, si je prends substance, je décoche absolument tout ici, sauf normal. D'accord? On va d'abord faire les normales. Pour ça, l'ordinateur, vous allez devoir lui donner le modèle high poly pour qu'il puisse faire justement ce calcul de projection entre les deux modèles. Alors, il doit le faire pour plusieurs maps. Nous là, on va commencer par la normal map, qui est une texture qui va définir des détails dans les volumes de votre modèle. Alors, elle ne va pas créer des volumes qui vont être visibles en 3D. Elle va créer l'illusion qu'il y ait des volumes, mais les polygones ne bougeront pas. Ce sera qu'une illusion. Alors, on va la baker en première parce que ça permet d'avoir un bake plus ou moins rapide et de voir si tout se passe bien. Alors l'idée, c'est que à partir du moment où on a lancé la fenêtre, on décoche tout, on garde juste normal. Output size, c'est la taille de la texture qui va nous sortir, donc 1024. Dilatation width, on laisse sur 1. Apply diffusion, on laisse. Ici, use low poly as high poly mesh, c'est quand on n'a pas de high poly, nous on en a un. Donc on va directement en dessous et on fait high definition mesh. Ok, donc ça c'est pour moi. Je clique sur le petit onglet ici, ajouter document. Donc il m'ouvre une fenêtre. À partir du moment où il m'ouvre cette fenêtre, je vais sélectionner mon School HD. Parce que c'est le School HD qu'on veut utiliser pour projeter ces détails sur le low poly. Donc je clique. Il l'a ajouté, c'est nickel. Toutes les options qui sont là, dans un premier temps, je ne vais pas y toucher parce que je ne sais pas encore si je vais avoir besoin de faire des ajustements pour faire le baking. Pareil pour toutes ces options-ci. Anti-aliasing, je vais commencer en le mettant sur 2 pour ne pas prendre trop de temps pour le premier bake et voir si tout correspond. Match, pour le moment, je laisse always. Donc ça va être utile si vous avez plusieurs objets à baker en même temps. Et le match, il va faire un baking selon les nomenclatures que vous avez utilisées. Là, on n'a qu'un seul objet, donc on peut le laisser en always. Ça, c'est les options qui vont avec. Si je fais by mesh name, je peux définir les suffixes et les préfixes qu'il utilise pour sélectionner les objets à baker. Donc une fois que tout ça c'est bon, et ben je clique tout simplement sur Bake et puis j'attends qu'il bake la default normale. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ben là, il est en train d'envoyer plein de rayons, si vous voulez, qui vont regarder où sont les détails du modèle high poly par rapport à l'endroit où se trouve le low poly par rapport à lui, d'accord? Et par rapport
aux données qu'il va récupérer à chaque fois qu'un rayon va toucher la surface, eh ben, il va attribuer une couleur, dans ce cas-ci du bleu pour la normal map, un niveau de bleu que l'ordinateur va réinterpréter ensuite en volume. Donc, il me l'a fait. Je dis OK. Et là, on peut voir que maintenant, dans mon viewport, j'ai une normal map qui est appliquée et on a les détails que j'avais fait sur mon modèle high poly qui sont venus se mettre sur mon modèle low poly. Donc, la map, elle a été ajoutée ici. Dans normal, on peut le voir. Texture set setting, normal, c'est la map que je viens de baker qui s'est rajoutée sur mon crâne. Si je clique sur la croix, vous voyez qu'elle disparaît et je ne l'ai plus. Mais vu que j'ai un onglet texture ici, en bas à gauche, eh bien je peux la récupérer, la voilà, et la reglisser dans normal. Et là, vous voyez bien la différence et l'effet que la normal map a sur mon crâne. Si vous regardez dans le viewer, quand je l'ai et quand je supprime. Et donc la normal map va changer la manière dont réagit la lumière sur le modèle et venir, grâce à ça, simuler tous des détails de surface, mais je le répète, sans modifier la topologie. Donc l'endroit où se trouvent les polygones dans l'espace, d'accord? Là, c'est resté la même. Tout se passe que au niveau de la réaction de la lumière sur la surface. Donc, là, je fais un petit tour de mon modèle pour voir si j'ai pas des petits endroits avec des problèmes à gauche, à droite, pour voir s'il n'y a pas de pitouille sur le modèle. Donc parfois quand on bake, eh ben, selon la manière dont on a fait le low poly, etc., il peut y avoir des problèmes de baking. Et je vois que de manière générale, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Mon baking est plutôt correct. Donc c'est bien. Donc vu que c'est validé, eh ben, ce que je vais faire, tout simplement, je vais retourner dans Bake Mesh Map et je vais rebaker ma normale, mais cette fois avec un anti-aliasing x8, histoire d'avoir un bon truc bien nickel. Et je peux le baker en 2K, histoire d'être sûr d'avoir une taille au-dessus de la taille de la texture que j'aimerais utiliser au final. Donc disons que je vais travailler en 1024, bah c'est toujours bien d'avoir une texture en 2048, histoire que si demain on me dise bah écoute le crâne finalement il va pas être dans le coin de la scène mais en premier plan, eh ben vous ayez quand même un petit backup avec une texture qui est un peu plus haute finalement que la texture de base. Donc les textures de travail c'est changeable dynamiquement, mais attention que les textures bakées, bah, si vous bakez en 2048, si après vous passez votre fichier de travail en 4096, tout ce qui a été baké par rapport à votre high poly ne va pas augmenter de détails, d'accord? Il faudra les rebaker en 4096. C'est toutes les textures que vous allez rajouter après qui vont passer en 4096. Vous comprendrez peut-être plus tard si c'est pas clair maintenant. En tout cas, là, moi, je vais le rebaker en 2048. Toutes ces options-là, j'ai pas besoin de toucher parce que mon mesh est sorti clean dès le premier coup. Et je fais juste un super sampling x8. Voilà. Toujours en laissant normal de cocher. Je refais un bake. Voilà. Et là maintenant, avec le super sampling, vous voyez vraiment que je suis hors de cas, je peux zoomer et c'est OK.
ça se passe. Alors c'est très rare qu'on voit le crâne de si près hein, dans un jeu ou dans une vidéo. Généralement, vous allez les voir un très gros plan sur le crâne, ce sera quelque chose dans ce genre-là, quoi. Donc, là maintenant, une fois que j'ai ma normal map qui a été bakée, eh ben, je vais baker les autres maps. Alors, pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin pour travailler sur la suite de mon texturing. Et puis, le programme aussi va en avoir besoin parce que pour appliquer certaines textures et certains matériaux, eh ben, il a besoin de certaines de ces maps pour comprendre comment votre objet est fait et comment la texture va devoir fonctionner sur cet objet-là en particulier. Donc, je reclique sur Bake Mesh Map. Cette fois, je désélectionne normal. Et là, je vais pouvoir faire quasiment tout d'un coup pour finir la partie baking. Donc, World Space Normal, c'est une normale qui va interpréter l'objet dans le monde. Donc, comment est-ce que l'objet et sa surface se situent dans le monde. ID Map, c'est une map qui va être calculée si vous avez des couleurs appliquées sur vos polygones de votre iPoly. Nous, on n'en a pas, donc on n'a pas besoin de le cocher ID Map. Ambient Occlusion, c'est tous les endroits où dans votre modèle, vous allez avoir des parties plus sombres. Donc, par exemple, là, sur mon pull, quand on regarde comme ça sur la caméra, eh ben, vous pouvez voir que dans certains plis, eh bien, il y a en fait des parties un peu plus ombragées. Pareil ici, dans mon encolure, eh ben, il y a des parties beaucoup plus ombragées. Eh ben, l'ambient occlusion, en quelque sorte, ça va être tous les endroits sur votre modèle où, comme dans la vraie vie, il pourrait apparaître des endroits un peu plus ombragés sur des personnes, sur des objets, partout en fait. Curvature map, eh bien ça va être un mix entre tous les endroits éclairés, donc comme les plis, le bord des plis ici qu'on voit sur le bord de mes cordons, même si vous zoomez un peu plus avec vos yeux, même des petits détails qui sont en surface. Et ça va être un mix de ça, donc des endroits en surface, et des détails plus ombragés, mais en micro-surface. Donc c'est-à-dire que ça va plus être dans des coutures, dans des petits plis de couture, etc. L'ombre. Et ça, c'est un mix des deux, la curvature. Position, c'est la position de notre mèche dans l'espace. Et thickness, pareil, c'est une détection en quelque sorte des épaisseurs, des épaisseurs de votre modèle. Donc il y a des endroits où c'est plus fin, des endroits où c'est plus large, etc. Ben, ça, vous le laissez cocher aussi. Tout ça, on va en avoir besoin pour continuer le texturing plus tard. Alors dans Ambient Occlusion, j'ai des paramètres aussi. Je vais laisser les paramètres de base qu'ils me proposent. Je vais juste faire attention que pour toutes ces maps là, je ne vais pas baker en super sampling 8 fois. Je vais baker en super sampling 2 fois d'abord parce que c'est quelque chose qui prend énormément de ressources, surtout pour l'ambient occlusion et la thickness map. Donc, je vais mettre en 2 fois parce que sinon, ça va prendre vraiment longtemps pour faire le baking maintenant. Et j'ai envie que ça aille vite. Une fois que tout est coché, sauf ID parce que là, on ne va pas l'utiliser, je reclique sur Bake Default Map et là, c'est reparti. Et vous allez voir en temps réel que le modèle va se baker. Voilà, je clique OK. Et voilà, maintenant, sur mon modèle, j'ai toutes les maps qui sont venues s'appliquer ici, sauf l'ID map. Donc j'ai mon ambient occlusion, ma curvature, ma position map et ma thickness map. D'ailleurs, si on regarde maintenant le modèle, eh ben, on voit qu'il y a justement des zones un peu plus ombragées, comme dans le nez, les yeux, dans l'interstice des dents, ici au niveau des gencives,
dans le dessous, dans certains creux, etc., on voit que c'est que mon AO, donc l'ambient d'occlusion, a fait son effet. Donc, normalement, à partir de ce moment-là, vous êtes ready pour commencer à faire toute la suite du texturing. Alors là, ça fait 50 minutes. Donc, on va faire une pause de 5 minutes, histoire que vous essayiez un petit peu d'aller vous restaurer, vous vidiez le cerveau pour être prêt pour la prochaine heure. Et surtout que vous écriviez vos questions si vous avez des questions par rapport à cette première heure de cours. Alors, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai en revenant après la pause. Ça va? Donc on reprend vers 14h, 13h58 dans ces eaux-là, dans 5 minutes, ça va? Donc à tout de suite. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, si vous les avez, tant que je suis là. Et voilà.